Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce temps où on va essayer de parler dans la continuité du dernier webinaire qui avait été organisé sur le sujet de France Travail, ce qui va être mis en place. Et là, aujourd'hui, on va plutôt essayer de se dire comment est-ce que ce sujet peut être une opportunité pour aller un peu plus loin. Je laisse encore quelques secondes, on a quelques personnes qui sont en train de nous rejoindre et de se connecter. Et puis, on va y aller. Et donc, France Travail, comment aller plus loin pour le plein emploi? Un mot très rapide qui permettra peut-être au dernier d'arriver sur l'association à laquelle on appartient, Sophie et moi, qui s'appelle Tout est possible, et qui est un laboratoire d'innovation en politique publique d'insertion. Donc on s'intéresse à toute la chaîne du retour à l'emploi, depuis le sourcing des bénéficiaires jusqu'à la transformation des entreprises pour se rendre compatibles avec ces publics, en passant par comment est-ce qu'on accompagne l'écosystème territorial qui travaille d'une manière ou d'une autre au retour à l'emploi, à se structurer, à créer des synergies et à fonctionner ensemble. Aujourd'hui, on va être deux à s'exprimer. Il y a Sophie Lunenthal en tant que chef de projet sur les sujets insertion avec une spécialité sur la compréhension des publics et leur accompagnement. Et de mon côté, Maxime Gaudubois qui suis donc directeur de la stratégie de l'association Tout est possible au global. On fait tous les deux partie donc de l'équipe interne qu'on appelle le Lab des possibles, au sein de laquelle on essaye d'instruire un petit peu l'ensemble de ces sujets. Et donc on vous propose de dérouler le sujet du jour en trois grandes parties. Remettre rapidement quand même le contexte France Travail. Je pense que l'ensemble des personnes qui sont avec nous n'ont pas vécu le premier webinaire, reprendre quelques éléments et puis permettre d'avoir les bases sur comment justement aller plus loin. En deuxième grand volet sur lequel on va s'arrêter sur les propositions concrètes qui visent à des modifications concernant les bénéficiaires. Et puis, en troisième partie, des propositions concrètes vis-à-vis de l'écosystème insertion sur lequel se sont concentrées une partie des expérimentations qui ont eu lieu et qui vont venir. Et Sophie, je te rends la main. Oui, merci. Du coup, on va revenir très rapidement donc, sur le contexte de France Travail. Donc, France Travail, l'objectif, c'est d'atteindre le plein emploi, donc 5% d'ici 2027. Et pour en arriver là, les choix qui ont été faits, c'est d'une part de renforcer l'accompagnement des bénéficiaires bénéficiaires du RSA et puis personnes qui sont en recherche d'emploi de manière générale. Et d'autre part, c'est d'améliorer toutes les synergies entre les acteurs de l'écosystème de l'insertion. Donc là, on voit apparaître le schéma de ce qu'on va appeler le réseau France Travail, qui va donc intégrer les opérateurs France Travail, donc ex-Pôle emploi, ex-mission locale et ex-Cap emploi, et puis les partenaires France Travail en dessous, on va voir donc des acteurs publics et des acteurs privés qui sont déjà très acteurs de l'ancienne formule, mais là qui sont vraiment intégrés à ce réseau avec tout en haut une nouvelle gouvernance État, collectivités, partenaires sociaux. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que un des objectifs affichés, c'est aussi de répondre aux besoins de recrutement des entreprises. Et donc, les entreprises sont très concernées par ce projet France Travail. Alors, on va commencer par un petit sondage donc, que je vais lancer avec une question qui est de savoir quand Pôle emploi devient-il France Travail. La réponse A, c'est déjà fait. Réponse B, au 1er janvier 2024. Et réponse C, à la fin de l'expérimentation en janvier 2025. Normalement, vous voyez apparaître le petit sondage qui doit être en cours. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à répondre au sondage.
On a 65% Ouais. de personnes qui ont voté pour 75% pour le 1er janvier 2024 et pour à la fin de l'expérimentation, en janvier 2025. Super. Alors, je vais clôturer les votes et effectivement, la bonne réponse était au 1er janvier 2024. Alors, l'expérimentation ne sera pas finie, mais France Travail devient officiellement l'ancien Pôle emploi et Cap emploi, etc. Enfin, le schéma qu'on vient de voir sera effectif. Alors, si on poursuit, dans le détail, cette loi, donc plein emploi, c'est comme ça qu'elle s'intitule, elle va changer des choses pour 3 grandes catégories. Donc, d'une part, pour les bénéficiaires, les grandes nouveautés, c'est l'inscription généralisée. On va aussi favoriser l'accès aux personnes, enfin l'accès au travail des personnes en situation de handicap. On va avoir une nouvelle procédure d'engagement pour vraiment valoriser toute la partie accompagnement. Et on a aussi toute une partie qui concerne la valorisation des compétences et tout ce qui a trait à la formation. Ensuite, pour l'écosystème, on va avoir un nouveau système de gouvernance, un comité national et des comités territoriaux qui vont être intégrés à cette gouvernance. Et puis, on va en reparler par la suite, mais le réseau qui va servir à accueillir et à orienter, en fait, on a toute une grosse thématique sur l'orientation et l'accueil des nouveaux bénéficiaires et de l'accompagnement des bénéficiaires qui sont déjà dans ces dynamiques-là d'insertion. Et puis, la dernière partie, on en parlait tout à l'heure, donc c'est pour les entreprises. On a vraiment la volonté de répondre aux besoins des employeurs, de leur permettre d'accéder à un nouveau vivier de candidats. Et on va avoir toute une partie répertoire de gestion des carrières avec donc un passeport compétences qui va pouvoir être mis à jour aussi au fur et à mesure des carrières. Alors, pour les bénéficiaires, On vous a mis quelques slides rapides que vous pourrez avoir sur le support du coup à la fin, mais sur lesquels on va potentiellement passer assez rapidement, de sorte de garder du temps justement sur les propositions concrètes pour aller plus loin. Voilà, là vous avez le détail. Je vais continuer de passer. Pareil, le détail sur l'écosystème de l'insertion. Pour les entreprises également. Et ce qui va, donc là, on vous a remis aussi quelques propositions du rapport de préfiguration. Je vais parler très rapidement. On a une proposition 22 qui concerne vraiment le fait que les échanges doivent être très réguliers pour que les accompagnements fonctionnent, en tout cas plus réguliers qu'ils ne l'étaient auparavant. La proposition 23 concerne donc l'accompagnement dans l'emploi, c'est-à-dire qu'une fois que la personne est retournée à l'emploi, pour sécuriser le parcours, il faut continuer d'accompagner les gens. Ensuite, on a une proposition 28 sur la partie diagnostic et on en parle juste après. En 24, l'accès aux droits, voilà, c'est aussi des thématiques qu'on a travaillées chez nous au sein de l'association. 86 à 90, c'est toute la partie structuration du réseau. Et puis, de 95 à 99, on a une grande nouveauté quand même qui s'appelle l'Académie France Travail, avec une formation, une valorisation de l'expertise des personnes qui s'occupent de l'accompagnement des bénéficiaires. Voilà, donc pour les propositions qu'on a choisi de retenir. Ici, vous avez les territoires pilotes. Voilà, on a aussi un territoire d'outre-mer. Et sinon, donc, ils s'affichent tous en bleu sur la petite carte. Puis on va passer rapidement à la suite. Peut-être une petite précision juste sur les territoires. On a parfois l'impression du coup qu'il y a une grande partie du territoire qui est couvert par les expérimentations. À chaque fois qu'un département, par exemple, apparaît comme étant justement le roi de l'expérimentation, ça ne veut pas dire que l'intégralité de son territoire vient expérimenter des choses au titre de France Travail. Et parfois, on a des choix justement de territoires très ciblés et beaucoup plus restreints qui sont réalisés et sur lesquels il y a effectivement les expérimentations qui viennent à se porter. Sur le SPIE, peut-être juste quelques mots pour rappeler la continuité qu'il y a pu avoir avec un plan pauvreté qui a abouti à un sujet de service public de l'insertion, première expérimentation portée avec un certain nombre de territoires qui viennent tester des choses, puis une volonté de reconnecter cette expérimentation qui était pilotée par les départements, reconnecter avec le service public de l'emploi
d'où le service public de l'insertion et de l'emploi, le SPIE, et qui ensuite vient en connexion avec les expérimentations France Travail qui viennent là-dessus. Le petit visuel que vous avez là, qui correspond au visuel officiel sur le sujet du SPIE, permet simplement de rappeler quelque part l'intention qu'il y a de fond et qui se retrouve aussi dans France Travail, qui est l'insertion est un sujet éminemment complexe avec énormément de thématiques qui y sont reliées et avec une grande diversité d'acteurs qui fonctionnent chacun dans leur rangée et d'où l'intérêt et la mobilisation de la plupart des expérimentations sur un sujet de coordination, de synergie entre l'ensemble de ces acteurs. On vous a mis également deux visuels dans le support. Certains pourront les reconnaître, c'est des visuels qu'on a pu utiliser sur d'autres webinaires. L'enjeu, c'est de montrer une forme à la fois de linéarité, à la fois justement à l'inverse de non-linéarité de l'ensemble de ces parcours. On peut se dire de manière simpliste que il faut des acteurs du aller vers pour aller chercher les publics, pour les connecter à l'insertion, pour mobiliser les différents rouages de l'écosystème et accompagner le parcours et les rendre compatibles à l'entreprise qui, elle aussi, doit faire son chemin pour redescendre. C'est l'intention de ce schéma. Pour autant, on a des accidents de parcours qui interviennent et des personnes qui viennent reboucler en permanence. On a des personnes qui sont dans le système d'accompagnement, mais pour autant qu'il faut aller chercher, qu'il faut remobiliser. Et donc finalement, le aller vers, il ne faut pas le faire uniquement vers les publics qui ne seraient pas déjà dans les schémas, etc. Et donc on a quelque chose qui est beaucoup plus circulant que ça. Et un deuxième schéma qui vient peut-être simplement poser les grands axes nécessaires de coordination pour faire en sorte que tout ça puisse fonctionner. Et donc, vous avez en bas du schéma les publics, certains qui sont déjà dans les accompagnements, d'autres qui sont considérés invisibles. Et finalement, comment est-ce qu'on va les chercher et comment est-ce qu'on établit une forme de diagnostic ceux qui vont aller directement à l'emploi et on vient faciliter la courroie, et ceux pour qui il y a besoin d'un accompagnement spécifique et d'avancer. D'où une jonction différente sur laquelle on va pouvoir avoir différents acteurs qui vont venir, des sujets de continuité de l'information, des sujets de référents uniques, de sorte qu'il y ait une forme de continuité dans l'ensemble de ce parcours, pour cheminer au fur et à mesure vers une compatibilité vers l'entreprise. Je passe très rapidement volontairement là-dessus. Je l'ai détaillé dans un des premiers webinaires sur lequel on prenait vraiment le temps d'avancer point par point. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions sur le sujet, à les poser dans le chat. Il est fait pour ça et ça nous permettra de réagir au fur et à mesure ou de prendre l'ensemble des questions à la fin. Et donc, je te rends la main de nouveau, Sophie, pour les bénéficiaires. Alors, du coup, en fait, tout ce dont on vient de parler, c'est quand même une politique publique qui est à destination de bénéficiaires. On va essayer de se parler un petit peu de la réalité de ces publics-là et on va repartir sur un sondage, qui est de savoir combien de changements de situation estime-t-on qu'un allocataire du RSA connaît par an. Et je vais ouvrir les votes. 2, 6, 8 ou 10. On a du 2 changements, du 6 changements, majoritairement du 6 changements. Je pense qu'on peut avancer ce film. Fermer les votes. Alors, on n'est pas très loin de la réalité. La bonne réponse, c'est 8 changements. Pour vous donner d'où provient ce chiffre, c'est donc une étude qui a été menée sur le territoire de Meurthe-et-Moselle par donc Mathieu Klein, qui travaille au département, qui maintenant est maire de Nancy. Et donc, ces 8 changements par an, ça correspond quand même à un changement toutes les 6 semaines. Et par changement, en fait, changement de situation, aujourd'hui, ça ne veut pas dire grand-chose dit comme ça, mais c'est-à-dire qu'on va avoir une nouvelle tuile de santé, une nouvelle tuile par rapport à sa mobilité. Il y a tous les freins, en fait, arrivent et repartent dans la vie d'un bénéficiaire. Et c'est un petit peu cette difficulté-là aussi qui ressort dans les parcours. Je te rends la main, Maxime, pour
le prochain point. Merci. Ça nous amène à une notion qui est extrêmement importante dans l'ensemble de la mécanique qu'on a pu observer et structurer au sein du laboratoire. C'est le bon moment. On a une forme de multiplicité dans les freins, dans l'importance que ces freins peuvent revêtir pour une personne ou pour une autre. Je l'évoquais tout à l'heure dans la non-linéarité de la capacité des uns et des autres à pouvoir se mobiliser vers l'emploi. Et donc, on a un vrai sujet à pouvoir détecter et saisir ce bon moment. Accepter finalement que les personnes ont des courbes de motivation ou de capacité à venir se mobiliser vers l'emploi qui sont fluctuantes et de mobiliser l'écosystème du lien de proximité, l'écosystème de l'accompagnement pour pouvoir détecter ce moment-là et à ce moment venir le connecter vers le monde de l'insertion. Donc l'enjeu, c'est pas d'avoir l'intégralité des personnes du lien social qui soient formées à l'insertion. Ça, c'est une rupture de culture, c'est quelque chose même qui, d'un point de vue financier, serait pas valable. Pour autant, de pouvoir sensibiliser et outiller l'ensemble de ces personnes, mais qui peuvent aller même jusqu'aux gardiens d'immeubles, qui peuvent aller jusqu'aux coachs sportifs de mes enfants, finalement, toute personne que je croise dans ma vie quotidienne et qui peut, au fur et à mesure, avoir tissé un lien de confiance et détecter ce bon moment pour moi, bah, comment est-ce que cette personne peut être outillée d'une connexion simple vers le retour à l'emploi qu'on a expérimenté sous la forme d'un numéro de téléphone avec des conseillers qui sont derrière, mais qui peut prendre de très diverses formes en fonction justement des besoins et des territoires. Et puis, un enjeu de travailler de concert avec cet écosystème du quotidien et avec l'écosystème de l'insertion. Si cet écosystème du quotidien ne connecte qu'avec un acteur, c'est souvent le cas, parce que je connais tel acteur et donc finalement je vais orienter la personne là-dessus. Si cet acteur est parfaitement capacité d'accompagner la personne, c'est tout bon. Si pour le coup, c'est pas le cas, c'est plus compliqué parce que ça fait de nouveau une porte qui vient se fermer vis-à-vis du bénéficiaire. Donc vraiment, il y a un enjeu aussi de coordination, d'interconnaissance entre l'ensemble de ces acteurs. Donc les trois enjeux à ce sujet de trouver le bon moment, c'est ne pas s'épuiser quand c'est pas le bon moment pour la personne, ne pas chercher finalement à la porter coûte que coûte alors que les vents sont contraires pour la personne. C'est mobiliser les relations de confiance et de proximité pour pouvoir identifier ce bon moment. Parce que, en réalité, quand on est sur l'accompagnement insertion ou autre, on n'est pas suffisamment présent au quotidien pour pouvoir le détecter. Et c'est donner l'opportunité aux personnes de se signaler elles-mêmes. Parce que il y a tout un sujet aussi de responsabilisation, d'autonomisation, de prise en compte de l'avis de la personne dans son parcours de retour à l'emploi, et du coup de donner un espace aux personnes, aux bénéficiaires finaux, de se signaler eux-mêmes quand ils sentent que c'est le bon moment pour eux d'avancer sur le sujet. Sophie, sur la réalité des freins. Alors, on en a parlé, donc c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer avec le petit sondage. En fait, voilà, il y a énormément de choses qui vont interagir dans le parcours de retour à l'emploi, qui vont être des freins. Donc, on a tous les freins de santé, de famille, de logement. C'est des freins qui sont multiples, qui touchent à tous les domaines, qui ne sont pas forcément d'ailleurs la spécialité de la personne qui vous accompagne. Vous pouvez être suivi par un acteur qui n'est absolument pas spécialiste de la santé et finalement, vous, ce qui vous arrive, c'est un problème de santé en cours de parcours. Enfin, on est vraiment sur des choses qui sont très mouvantes et auxquelles il est difficile de s'adapter. Et tout l'enjeu de l'accompagnement, c'est de réussir à s'adapter à toutes ces choses qui peuvent arriver dans la vie d'une personne. Donc, il y a le premier bagage avec lequel on arrive sur l'accompagnement. Il y a tout ce qui se passe aussi en cours d'accompagnement. Et au-delà de toutes ces difficultés qui arrivent, on a aussi un aspect donc de motivation qui va être fluctuante. Donc, on en parlait avec cette histoire de trouver le bon moment. Mais voilà, il faut il faut permettre aux personnes de se raccrocher à un objectif qui va permettre de dynamiser un petit peu ces parcours de retour à l'emploi et de les, comment dire, que tout ça arrive à fonctionner ensemble et que les acteurs qui traitent des sujets différents arrivent aussi à fonctionner ensemble pour qu'on ait des parcours qui sont un petit peu plus lisses. Alors, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a du mal à rendre compte de cette multitude de freins et d'actions qu'il faudra mettre en place dans les parcours. Donc, nous, on a
travaillé un outil qui permet de rendre compte du degré d'éloignement à l'emploi des personnes. Donc, vous pouvez arriver avec un degré X d'éloignement à l'emploi et vous rapprocher tout au fur et à mesure de votre accompagnement de l'emploi sans forcément toujours arriver à l'emploi à la fin de cet accompagnement. Hein. Mais c'est aussi l'enjeu de pouvoir mesurer la progression des personnes en cours d'accompagnement. Donc nous, notre méthode, elle est pas très... voilà, elle est un petit peu... On a essayé de la montrer ici. Donc, la première étape, c'est de réaliser un diagnostic. C'est pas très original. Hein. Ce diagnostic, il va permettre d'identifier des freins. Et ce qui va changer, c'est que cette identification de freins, en fait, on va pas s'arrêter là. C'est pas là que se finit le diagnostic. C'est qu'elle va nous permettre d'identifier les actions qui seront nécessaires à la levée de ces freins. Une fois qu'on a identifié les actions, on a un plan d'action qui va se dessiner. Et c'est ce plan d'action-là qui va nous permettre de scorer, d'une certaine manière, l'éloignement. Plus j'ai d'actions, plus je suis éloignée de l'emploi, même si il y a beaucoup de marges de manœuvre hein, qui sont liées à la manière dont on score les choses. Et puis, ces actions, elles sont pas toutes prioritaires. Et en fonction de la priorité dans le retour à l'emploi et à quel point, en fait, le fait de ne pas réaliser cette action va m'empêcher totalement de retourner à l'emploi. Ou alors, bah, parfois, c'est peut-être une action que je vais faire, mais après mon retour à l'emploi, parce que avant ça va pas être possible. Donc voilà, on va attribuer des scores différents. C'est un outil qui est assez lourd et qu'on ne vous présente pas comme ça de manière en brut, mais en tout cas, les ambitions qu'il poursuit, c'est de rendre compte de la diversité des situations et des bénéficiaires. Donc, ça permet aussi de suivre les parcours et l'évolution au cours du parcours, puis de valoriser aussi l'action des professionnels au-delà de la logique des sorties positives. Ça parlera peut-être à certains d'entre vous, mais aujourd'hui, on est beaucoup attaché à ça en se disant, ben voilà, un accompagnement qui fonctionne, c'est un accompagnement qui permet du retour à l'emploi. Mais en fait, on a aussi des accompagnements qui fonctionnent et qui permettent une progression vers l'emploi et qui permettent aux personnes de se rapprocher de l'emploi sans toujours atteindre l'emploi. C'est un outil qu'on est en train de tester, donc on va tester plutôt, parce qu'on n'est pas encore en 2024, mais les premiers tests terrain arrivent là à partir du mois de janvier. Ouais, il est encore tout frais et on vous en donnera des nouvelles prochainement dans un webinaire qui arrive au mois de janvier, pour ceux que ça intéresse. Ce qui est important sur ce sujet-là, c'est vraiment de réintroduire une notion de une personne, une même situation pour deux personnes dans deux contextes n'a pas en réalité le même impact et le même degré d'éloignement à l'emploi. Et donc, réintroduisons un petit peu de l'attitude sur le sujet et notamment de l'attitude, et j'y reviendrai tout à l'heure, aux professionnels de l'accompagnement dans leur capacité à eux distinguer si en réalité ce frein est un sujet pour la personne ou c'en est pas un et en réalité il n'y a pas tant d'actions à mettre en place pour cette raison. Et le deuxième élément, c'est aussi de réidentifier au sein de l'entreprise quelle est la part qu'ils peuvent jouer. Il y a des freins qui doivent être levés avant le retour à l'emploi, ça c'est sûr, mais il y a aussi des freins qui peuvent être levés, voire même qui ne seront levés qu'une fois le retour à l'emploi mis en place. Et donc, réouvrir cette place à l'entreprise de pouvoir aussi permettre la levée d'un certain nombre de freins. Rapidement, puisque le temps file, un élément également qui nous paraît extrêmement important, c'est qu'il y a un flou à l'heure actuelle dans la perception de c'est quoi les aides auxquelles j'ai droit, des aides financières, des aides d'accompagnement, des aides d'incitation. Il y a énormément de choses qui existent, mais c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Et pour nous, il y a deux grands axes qui paraissent essentiels pour pouvoir avancer sur le sujet. La première, c'est quelque part de dissocier un petit peu quelles sont les aides de subsistance d'une personne pour pouvoir vivre dignement. Elle nécessite de disposer de quelles ressources. Et puis, les aides d'accompagnement à une dynamique, que ce soit une dynamique au retour à l'emploi ou une dynamique autre, et d'avoir un vrai distinguo entre les deux pour pouvoir clarifier qu'est-ce qui relève de quoi dans l'ensemble des mécaniques. Le deuxième grand volet, c'est un volet sur la sécurisation sur ces sujets et d'essayer au maximum, et c'est le cas d'une partie des politiques publiques qui sont mises en place, d'essayer au maximum d'avoir des incitations plutôt que des sanctions
sur les sujets parce que la réalité de la situation des personnes, elle est parfois complexe et en réalité, un volet un peu plus punitif peut très vite réengager des spirales négatives qu'on cherche à limiter. Maintenant, on va passer plutôt à la partie écosystème, écosystème de l'insertion, avec plusieurs grandes lignes. On a un vrai sujet sur offrir une souplesse de manœuvre aux professionnels de l'accompagnement. Je l'ai touché du doigt un tout petit peu quand j'évoquais le sujet à la suite de Sophie tout à l'heure, de se dire que il est important d'avoir un cadre qui permet de régir quelle politique publique peut être positionnée sur quel public, qui permet aussi d'organiser les budgets au global. Pour autant, cette rigidité, on se rend compte qu'elle positionne des limites, et des limites qui posent toujours des problèmes sur le terrain. Et donc l'enjeu, c'est d'accepter de poser un cadre, mais de rendre volontairement cette fois-ci flou ces limites, et de donner une latitude d'action aux professionnels de terrain, de sorte qu'ils aient la capacité de dire cette personne, elle ne pourra accéder à ce dispositif que dans 6 mois, parce qu'elle n'a pas l'âge requis. Pour autant, en fait, pour cette personne, je vais pouvoir déclencher plutôt le dispositif ou maintenir le dispositif pendant quelques mois, si je ne parle que de cette limite d'âge, mais c'est quelque chose qui vient se décliner dans l'ensemble des sujets. Et du coup, ça permet aussi de réimpliquer et de re-responsabiliser chacun des acteurs sur leur périmètre d'action. Le deuxième grand volet, c'est d'institutionnaliser la place de l'écosystème associatif. Qu'est-ce qu'on met derrière ça? Il y a 2 sujets en réalité. Je l'évoquais tout à l'heure, il y a une myriade d'acteurs qui travaillent, qui concourent d'une manière ou d'une autre au retour à l'emploi. Comment est-ce qu'on peut réussir à faire en sorte que cette myriade d'acteurs réussisse à se coordonner et à travailler de concert sur les sujets qui le nécessitent, et à travailler chacun dans son giron sur les sujets qui ne le nécessitent pas. Donc, il y a un vrai volet sur le agir ensemble, sur la construction de parcours multi-acteurs. Comment est-ce qu'un acteur peut mobiliser d'autres acteurs autour du parcours d'un de ses bénéficiaires, etc. Et comment est-ce qu'on réussit à mettre en place une cartographie qui permet à chacun de pouvoir orienter vers ces sujets-là. On a aussi, dans ce même schéma, la question de la gouvernance typiquement de France Travail demain, qui met en place des comités locaux de gouvernance qui font sens pour avoir quelque chose qui est à l'échelle du terrain. Pour autant, on ne peut pas intégrer dans un comité comme ça une centaine d'acteurs associatifs avec chacun un siège sur le sujet. Et ces acteurs associatifs, n'étant pas appartenant à une fédération, ne peuvent pas non plus être représentés par un siège. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est à inventer dans cette connexion pour faire en sorte que la réalité de terrain observée par cet écosystème ne disparaisse pas des échanges sur les priorités à mettre en place. Et donc sur l'efficacité du agir ensemble, peut-être 2 mots sur ce qu'on a pu observer dans des collectifs qui se mettent en place sur les territoires, avec justement un certain nombre d'acteurs autour de la table, et avec un vrai intérêt à décentraliser le sourcing et à se dire que chaque acteur a ses spécificités, a ses capacités propres, et est donc en capacité d'avoir un type d'hameçon, une manière de faire et de parler et de communiquer qui va pouvoir parler à une partie des publics et à les ramener dans le bon moment, pour connecter avec le premier sujet, vers cette question du retour à l'emploi. Et donc, c'est précieux de conserver cette diversité d'hameçons, cette diversité de discours, qui va permettre chacun d'aller tirer des publics. Mais avec mon hameçon, j'ai pu attirer des publics que je suis peut-être pas moi capable d'accompagner, et ça reboucle avec cette nécessité du agir ensemble et de pouvoir se passer les bénéficiaires entre acteurs de l'écosystème. Voilà en quelques mots pour vous parler un petit peu de ce sujet des actions par rapport à l'écosystème sur le sujet. Je n'ai pas regardé en parallèle. Est-ce qu'on a des questions ?
On a une question de Claire. Et si certaines personnes ne peuvent jamais atteindre l'emploi, comment rentrent-elles dans ce schéma France Travail? Peut-être qu'on peut faire une réponse à deux voix, Sophie. Pour commencer, il y a une intention qui est posée par France Travail, qui est de dire, en fait, on va mettre un chapeau et toute personne qui n'est pas en activité va être inscrite quelque part à France Travail. Donc, l'idée qu'il y a derrière, c'est que toute personne, même les personnes qui n'atteindront jamais l'emploi, soient quand même sous ce chapeau France Travail. Pour autant, c'est un vrai sujet, c'est un sujet observé par les acteurs de terrain. Il y a des publics où on est dans un schéma d'insertion, d'accompagnement pour se rendre compatible à, et il y a des publics pour lesquels les acteurs disent eux, mais ces personnes, elles veulent avoir une place, elles veulent appartenir à la société et produire pour la société, mais elles n'atteindront pas les degrés de rentabilité liés au marché du travail qui font qu'elles pourront accéder de manière pérenne à ce sujet. Et donc, pour nous, ça rejoint un autre sujet qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, mais les chantiers d'insertion, tout le monde connaît. On pense qu'il y a une vraie notion de chantier de vie qu'il faudrait connecter à ça et accepter qu'il y ait certaines personnes qui puissent apporter à la société, mais pas forcément dans un schéma de rentabilité économique, parce que ça, ce sera pas possible pour elles, mais qu'on puisse avoir justement ces chantiers de vie qui permettent à ces personnes d'avoir une vraie place. J'espère que ça répond à la question. Sophie, si tu veux compléter peut-être. Je pense que la réponse était déjà pas mal complète. Il y a un grand principe quand même qui régit toute cette loi plein emploi, c'est que a priori personne n'est inemployable et que ça on l'entend beaucoup, mais ça ne veut pas dire que personne n'est inemployable à l'instant T. C'est-à-dire qu'à un instant T, effectivement, on a des personnes qui ne pourront pas atteindre l'emploi et ces personnes vont quand même être accompagnées. C'est pas parce que je ne peux pas travailler à mon insertion professionnelle que je ne peux pas aussi travailler à mon insertion tout court. Et on a quand même toute une partie des acteurs de France Travail qui s'intéressent à l'insertion sociale. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas que l'emploi dans France Travail finalement, on travaille aussi d'autres pans de la vie qu'il ne faut surtout pas délaisser. C'est aussi très important d'accès de travail sur cette insertion sociale. On a deux autres questions. N'hésitez pas à continuer à mettre vos questions dans le chat. On a une question d'Hugo sur le rôle de France Travail dans le soutien aux entreprises pour le recrutement. Ça fait vraiment partie des axes qui ont été posés par France Travail dans l'intention. La question qui n'est pas encore tranchée, c'est exactement comment va se passer ce soutien aux entreprises. Mais on sait déjà qu'il va se passer sur divers volets, des volets qui sont connectés aux dynamiques les entreprises s'engagent avec des clubs territoriaux qui existent et puis le groupement d'intérêt national qui construit des outils pour mettre à disposition des entreprises et pour accompagner les entreprises à avancer sur ces sujets de recrutement. Et puis, on va aussi avoir des discussions plus territoriales pour l'adaptation, et ça, c'est plutôt dans les questions de gouvernance de France Travail et de comment est-ce qu'on peut avoir une discussion et une connexion entre l'écosystème insertion et l'écosystème économique à l'échelle territoriale. Sophie, est-ce que tu as un complément sur le sujet? Non, je pense que de mon côté, c'est bon. On a une autre question de Stéphanie qui nous dit « Vous parlez de l'attitude d'action des TS, des travailleurs sociaux. Cela signifie-t-il que le financement des structures qui accompagnent les bénéficiaires vont aussi évoluer et tendre à autre chose que des financements aux résultats dits positifs ?» Alors, c'est une question intéressante. On commence quand même à tendre vers ça avec tout ce qui concerne les mesures d'impact. Aujourd'hui, au-delà des sorties positives, on va venir demander aux structures de mesurer l'impact de leurs actions. C'est-à-dire qu'on fait apparaître aussi d'autres choses, et notamment des impacts qu'on n'avait pas forcément prévu d'avoir au moment où on a lancé les accompagnements. Il y a des choses qui sont positives ou parfois même négatives d'ailleurs, mais qui sont assez surprenantes et qui n'étaient pas dans les objectifs initiaux. Et ça permet aussi de rendre compte un peu de tout le travail qui est réalisé. Après, sur la partie financement, on n'a pas uniquement des financements aux résultats, même si c'est encore très prégnant
aujourd'hui. Et ce que nous, on aimerait voir évoluer, c'est aussi, en fait, par des parcours multi-acteurs. En fait, on est plusieurs à permettre un résultat positif, plusieurs acteurs. Et ces acteurs peuvent aussi, en fait, se faire financer de manière collective et réussir à, même quand on n'arrive pas en bout de chaîne, à faire financer la part d'action qu'on a eue. Voilà, donc on va voir comment ça évolue dans le temps, mais il y a déjà des choses qui bougent quand même. Maxime, je ne sais pas si tu voulais compléter la réponse. Peut-être sur une autre dimension que je perçois dans la question, alors peut-être à tort, on verra si pour Stéphanie ça parle quelque chose, mais il y a aussi cette dimension de l'attitude de faire rentrer quelqu'un dans une case où le financement n'avait pas forcément été parfaitement écrit sur le sujet. C'est quelque chose qu'on a évoqué et c'est quelque chose sur lequel on pense que ce serait intéressant qu'il y ait des évolutions, mais pour le coup qui ne sont pas du tout écrites à l'heure actuelle. Mais ce sont des remontées de terrain qui sont faites par une grande diversité de structures, qu'elles soient institutionnalisées ou qu'elles soient associatives indépendantes. On a notamment animé des consortiums d'acteurs sur le territoire de la Côte d'Or, avec ouais, voilà, des remontées sur ces sujets et sur cette latitude finalement à pouvoir ajuster le sujet. Et donc l'enjeu, c'est toujours d'avoir un fléchage, parce que ça, on n'y coupera pas, d'avoir un fléchage au global des financements dans des cases qui soient définies, mais avoir une marge qui puisse être définie de sortir un tout petit peu du cadre parce qu'on n'en est pas loin, parce que ça correspond à tel élément et parce que ça ne dépasse pas tel pourcentage de l'enveloppe globale et de l'intention globale qui a été posée sur le sujet. Il faut absolument qu'on reste très pragmatique par rapport à l'intention et aux enjeux qui sont posés dans les financements des politiques publiques associées à ces retours à l'emploi. Je ne vois pas d'autres questions. N'hésitez pas à nous dire si ça a répondu à vos questions ou pas, à nos réponses, et à nous réorienter si besoin. Ne voyant pas particulièrement d'autres questions dans le chat, je crois qu'il va nous rester à vous remercier pour ce temps, à vous rappeler que si vous avez besoin envie et besoin d'un certain nombre de documents et d'informations, il suffit de cliquer sur le petit bouton pour recevoir nos documents. Nous, ça nous permet simplement de récupérer votre mail et de vous envoyer ces documents-là. On utilisera bien sûr ces informations uniquement pour ça. Donc n'hésitez pas, et comme ça, on peut poursuivre les échanges sur ces divers sujets. Merci beaucoup et très bonne journée à tous. Merci à tous.